Un enfant de 5 ans a été retrouvé vivant au centre d'une pièce complètement détruite par les flammes. Dans ses mains, elle tenait quelque chose qui ferait pleurer même le pompier le plus sceptique. Ce qui s'est passé cette nuit du 15 novembre allait devenir connu comme le miracle de la Vierge Marie. Robert est pompier depuis 22 ans au Texas. Pendant plus de 2 décennies, il a tout vu, des incendies résidentiels, des explosions industrielles, des accidents chimiques. Robert est connu dans le département pour une chose, un calme absolu. Alors que d'autres pompiers paniquent, il analyse, et pendant que d'autres prient, il calcule. Il n'a jamais été religieux, même s'il est marié depuis 18 ans à Linda, une catholique pratiquante. Elle emmène leurs 2 enfants, Michael et Sarah, à la messe tous les dimanches. Robert y va rarement. Pour lui, le monde fonctionne selon des lois physiques. Les miracles sont des coïncidences que la science n'a pas encore complètement expliquées, du moins, c'est ce qu'il croyait. Ce mardi 15 novembre, Robert a commencé son service à 18 h. Comme toujours, la journée avait été calme, une fuite de gaz le matin, un petit accident de la circulation l'après-midi, rien qui suggérait que ce serait la nuit qui allait tout changer. De l'autre côté de la ville, Jennifer Wilson se préparait pour un autre service de nuit à l'hôpital. Jennifer est infirmière depuis 8 ans et est mère célibataire d'une fillette de 5 ans nommée Lily. Le divorce a été prononcé il y a 2 ans, et depuis, Jennifer concilie sa carrière et sa maternité toute seule. La maison où elle vit est modeste, 2 étages, 3 chambres. La chambre de Lily est au 2e étage, décorée avec des princesses et des licornes. Jennifer a choisi cette maison parce qu'elle était proche à la fois de l'hôpital et de l'école de Lily, mais travailler de nuit signifie que Jennifer a besoin d'aide, et c'est là que Margaret Thompson entre en jeu. Margaret a 68 ans et travaille comme nounou depuis plus de 30 ans. Elle est veuve depuis 12 ans, n'a jamais eu d'enfant, mais a dédié sa vie à prendre soin des enfants des autres. Margaret est une catholique dévouée. Jennifer a rencontré Margaret par l'intermédiaire de l'église il y a 2 ans, juste après le divorce. Le prêtre a fait la recommandation, disant que Margaret serait parfaite pour aider une mère célibataire en difficulté, et il avait raison. Margaret s'occupe de Lily 3 soirs par semaine. Elle arrive à 18h30 et reste jusqu'à ce que Jennifer revienne de l'hôpital, généralement vers 7 h du matin. Pendant ce temps, elle sert le dîner, aide aux devoirs, surveille le bain et couche Lily. Lily adore Margaret. Elle appelle la nounou Mamie Maggie, et Margaret traite Lily comme si elle était sa propre petite fille. Elles ont des traditions, elles regardent des dessins animés spécifiques ensemble, et elles lisent des histoires au coucher. Margaret porte toujours un petit sac avec elle. À l'intérieur se trouvent ses lunettes de lecture, une Bible, des médicaments et un chapelet qu'elle a reçu en cadeau il y a des années d'une famille pour laquelle elle travaillait autrefois. Ce chapelet a une signification particulière pour Margaret. Elle l'utilise dans ses prières quotidiennes sans faute. Jennifer ne s'est jamais souciée de la religiosité de Margaret, en fait, elle disait souvent à ses amis que Margaret était une influence positive sur Lily. La nounou enseignait des valeurs telles que la gentillesse et la patience. Ce mardi a commencé comme les autres. Jennifer a préparé une collation rapide avant de partir et a laissé les instructions habituelles à Margaret. Lily était excitée parce qu'elle avait appris une nouvelle chanson à l'école et voulait la chanter pour Mamie Maggie. Jennifer est partie à exactement 19 h. Elle a embrassé Lily, Margaret et s'est dirigée vers l'hôpital. Aucune d'elles n'avait la moindre prémonition que ce serait une nuit différente. Margaret a préparé le dîner préféré de Lily, des pâtes avec de la sauce tomate et des boulettes de viande. Pendant le dîner, Lily a parlé de sa journée d'école aussi vivement que d'habitude, les jeux à la récréation, ses amis, les activités. Après le dîner, elles se sont installées dans le salon pour regarder des dessins animés. Margaret a profité de l'occasion pour tricoter une couverture qu'elle confectionnait pour la donner à l'église. C'était toujours un moment paisible, une transition douce entre le jour et la nuit. À 20h30, c'était l'heure du bain. Margaret a supervisé pendant que Lily se lavait et se brossait les dents. La fille était indépendante pour son âge, mais avait encore besoin d'aide pour certaines choses. Après le bain, Lily a mis son pyjama licorne coloré, et elles sont montées à l'étage dans sa chambre. La chambre de Lily au 2e étage était confortable, mur rose clair, un petit lit à baldaquin. Sur la table de chevet, il y avait toujours un verre d'eau et une lampe en forme de croissant de lune. Margaret suivait toujours la même routine, en choisissant d'abord un livre. Ce soir-là,
Lily a choisi une histoire sur une princesse qui aidait les animaux dans la forêt. Margaret a lu patiemment, faisant des voix différentes pour chaque personnage. Après l'histoire, Margaret passait toujours quelques minutes à demander à Lily comment elle se sentait, s'il y avait quelque chose qui l'inquiétait. C'était un moment important où Lily pouvait exprimer n'importe quel sentiment. Pendant qu'elle parlait, Margaret a sorti le chapelet de son sac pour dire ses prières silencieuses comme elle le faisait toujours. Lily, curieuse, a posé des questions à ce sujet. Margaret a brièvement expliqué que c'était quelque chose utilisé pour prier, pour parler à la Vierge Marie, et pour demander la protection pour les personnes que nous aimons. Lily a montré un intérêt sincère. Margaret a montré quelques grains de chapelet et a expliqué en termes simples comment cela fonctionnait. C'était un moment naturel et spontané. Après la brève conversation, Margaret a placé le chapelet sur la table de chevet. Lily s'est endormie paisiblement en tenant son ours en peluche. Margaret a ajusté les couvertures et est descendue au salon où elle passerait le reste de la nuit à regarder la télévision en attendant Jennifer. Margaret s'est installée dans son fauteuil préféré et a allumé la télévision sur une chaîne de feuilleton. Elle a continué à tricoter la petite couverture, une activité relaxante pour passer les longues heures de la nuit. De temps en temps, elle vérifiait l'heure et écoutait attentivement les bruits de la maison, toujours attentive au cas où Lily aurait besoin de quelque chose. Vers 22h20, Margaret a commencé à remarquer une odeur étrange. Au début, elle a pensé que cela venait de l'extérieur, peut-être un voisin faisant un feu de joie, quelque chose qui brûlait dans une maison voisine. Mais l'odeur devenait de plus en plus forte, et elle semblait provenir de l'intérieur de la maison elle-même. Margaret a éteint la télévision et a prêté plus d'attention. L'odeur ne ressemblait à rien de ce qu'elle avait jamais rencontré. Ce n'était pas de la fumée de cigarette ou de la fumée de cheminée. C'était quelque chose de plus chimique, de plus alarmant. Elle s'est levée et a commencé à marcher dans la maison, essayant d'en trouver la source. Son premier réflexe a été de vérifier la cuisine, pensant peut-être qu'elle avait laissé quelque chose sur le feu, mais tout était normal, éteint. En se déplaçant, elle a réalisé que l'odeur était plus forte près des escaliers menant au deuxième étage. Avec un sentiment de peur croissant, Margaret a décidé de monter à l'étage. Lorsqu'elle a atteint le sommet, l'odeur était nettement plus forte. Il y avait une légère brume dans l'air, une fine fumée se formant dans le couloir. Margaret a immédiatement su que quelque chose n'allait pas du tout. Elle a essayé de se diriger vers la chambre de Lily, mais la fumée devenait de plus en plus dense à chaque seconde qui passait. Margaret pouvait sentir la chaleur augmenter dans le couloir. Ses yeux ont commencé à pleurer, et elle a commencé à tousser. Elle s'est couvert le nez et la bouche avec sa manche et a essayé de continuer, mais il est rapidement devenu clair qu'il serait impossible d'atteindre la pièce. La fumée altérait sa vision, et elle commençait à avoir du mal à respirer. Le cœur battant à tout rompre, Margaret a crié le nom de Lily à plusieurs reprises, mais il n'y a eu aucune réponse, seulement le bruit menaçant de quelque chose qui craquait, brûlant quelque part au deuxième étage. Margaret a alors fait face à la décision la plus difficile de sa vie. Elle ne pouvait pas atteindre Lily toute seule. Elle devait descendre et appeler les pompiers. En se précipitant en bas, elle a continué à crier des instructions à Lily, espérant que la fille pourrait l'entendre, mais la fumée et le bruit rendaient toute communication impossible. Margaret a couru vers le téléphone dans la cuisine. Les mains tremblantes, elle a appelé les pompiers. L'opérateur a répondu immédiatement. Veuillez venir rapidement. Il y a un incendie, et un enfant de 5 ans est piégé au deuxième étage. Je ne peux pas l'atteindre. L'opérateur a posé les questions de routine, l'adresse exacte, l'emplacement de l'enfant, d'autres personnes sur place. Margaret a fourni toutes les informations. Après avoir reçu la confirmation que les pompiers étaient en route, Margaret a essayé une fois de plus de monter les escaliers, mais la situation s'était considérablement aggravée. La fumée descendait maintenant au premier étage. Il était possible de voir une lueur orange venant du deuxième étage. Les flammes s'étaient considérablement développées. Margaret a été forcée de quitter la maison. Elle a ouvert toutes les portes et fenêtres du premier étage qu'elle pouvait atteindre, espérant que cela aiderait. Puis elle est sortie dans la rue, criant à l'aide, alertant les voisins. Les voisins sont sortis de leur maison lorsqu'ils ont entendu les cris. Certains hommes ont essayé d'entrer pour aider, mais le feu était trop fort. Il aurait été impossible et dangereux d'essayer d'atteindre le deuxième étage sans équipement approprié. Un voisin a offert de l'eau et un endroit pour s'asseoir,
mais Margaret était trop agitée pour accepter le moindre réconfort. Elle est restée dehors, fixant la maison en flammes, priant désespérément pour que les pompiers arrivent à temps. Les flammes ont continué à se propager à travers le deuxième étage. Les fenêtres à l'étage ont commencé à révéler la lueur du feu de l'intérieur. De temps en temps, des étincelles et des langues de feu pouvaient être vues. D'autres voisins se sont rassemblés dans la rue, tous regardant avec horreur la maison être consumée. Finalement, les sirènes ont commencé à résonner. Margaret a ressenti un mélange de soulagement et de terreur. Les pompiers arrivaient, mais serait-il trop tard? Le premier camion à arriver était l'unité commandée par Robert Hay. Lorsque Robert est sorti et a observé la scène, son expérience lui a immédiatement dit que ce serait extrêmement difficile. Le deuxième étage était complètement envahi par les flammes. Une fumée dense s'échappait de chaque fenêtre supérieure. Robert a commencé à évaluer la situation. Techniquement, compte tenu de la taille des flammes et de la quantité de fumée pour un enfant de 5 ans exposé à de telles conditions pendant si longtemps, les chances de survie étaient extrêmement faibles, presque inexistantes. Margaret a couru vers Robert dès qu'elle l'a vu. « S'il vous plaît, vous devez sauver Lily. Elle n'a que 5 ans. Elle est dans la chambre de devant, au deuxième étage. J'ai essayé de l'atteindre, mais je n'ai pas pu. » Pendant qu'il parlait avec Margaret, d'autres membres de l'équipe préparaient déjà l'équipement. Le camion a été positionné pour offrir le meilleur accès. Les pompiers ont commencé à préparer les tuyaux pour combattre les flammes et ouvrir un chemin. L'équipe s'est équipée rapidement, des vêtements spéciaux résistants à la chaleur, des masques à oxygène, du matériel de communication, des outils pour briser les portes et dégager un chemin. L'entrée a été immédiatement difficile. Le premier étage était rempli d'une fumée épaisse. La chaleur était intense, même avec tout l'équipement de protection. La visibilité était presque nulle. L'équipe a dû se fier principalement au toucher et à la mémoire du plan d'étage que Margaret avait décrit. Robert a senti le poids de chaque pas. Ses années d'expérience lui disaient ce qu'il allait trouver à l'étage, et aucune de ces années ne lui donnait d'espoir. Les escaliers menant au deuxième étage étaient structurellement compromis, mais toujours utilisables. Chaque marche grinçait sous le poids des pompiers. Des morceaux de plâtre et de bois sont tombés du plafond. Robert pouvait sentir la sueur couler sous ses vêtements de protection. Sa respiration était rapide, pas par peur, il avait affronté des situations pires, mais à cause de la certitude absolue de ce qui allait arriver. En montant, la chaleur a augmenté de façon spectaculaire. Les instruments de Robert indiquaient des températures supérieures à 315 degrés Celsius au sommet des escaliers. 315 degrés. Personne ne survit à cela pendant plus de quelques minutes. Robert a pensé à sa propre fille, Sarah, et pendant un bref instant, il s'est permis de ressentir ce que la mère de cet enfant devait ressentir à ce moment précis, une terreur absolue, un désespoir. Il a repoussé ses pensées. L'émotion ne sauvait pas des vies, la concentration, oui. Lorsqu'ils ont atteint le sommet des escaliers, Morrison s'est arrêté brusquement. À travers la fumée épaisse, il était possible de voir les flammes consumer tout le couloir. Des langues de feu dansaient le long des murs. Le plafond s'était effondré à plusieurs endroits. La voix du commandant Morrison est venue par la radio, tendue, c'est au-delà du point de sauvetage. Si elle est là depuis une demi-heure dans ces conditions. Il n'avait pas besoin de terminer la phrase, tout le monde savait ce que cela signifiait. Je sais, répondit Robert. Mais nous allons dans la chambre. Robert, Morrison a insisté en utilisant son prénom, ce qui est rare pendant les opérations, regarde ça, nous pourrions tous les trois mourir en essayant d'y arriver, et pourquoi faire? Pour donner une certitude à la mère. Robert a interrompu, sa voix ferme, pour qu'elle ne passe pas le reste de sa vie à se demander si nous aurions pu faire plus. Il y a eu un moment de silence, puis Johnson, le troisième membre de l'équipe, a parlé. Allons-y. Ils ont avancé. Le sol était instable. Des poutres étaient tombées, créant des obstacles. Il était impossible de voir à plus de quelques centimètres devant soi. La chambre de Lily était au bout du couloir à l'avant de la maison. Chaque pas vers elle semblait une éternité. En s'approchant, Robert a pu voir que la porte de la chambre avait été détruite, laissant l'entrée complètement ouverte. Les flammes consumant le couloir coulaient librement dans la pièce. Robert s'est arrêté sur le seuil. Pendant un moment, juste un bref instant, il a hésité. Il a pris une profonde inspiration,
a ajusté son masque et est entré. La chaleur à l'intérieur de la pièce était encore plus intense. C'était oppressant, étouffant même avec tout l'équipement. Il a pointé sa lampe de poche à l'intérieur de la pièce. La fumée était si dense que le faisceau pénétrait à peine de quelques centimètres. Il a avancé de 2 pas de plus, balayant la lumière de droite à gauche, à la recherche de la fille, et ce qu'il a vu l'a laissé complètement paralysé. La pièce était dévastée. Les meubles étaient calcinés. Le plafond s'était partiellement effondré. Les murs étaient noircis par le feu. Le lit de Lily n'était plus qu'un cadre métallique tordu. C'était une scène de destruction totale, exactement ce à quoi il s'attendait à trouver, mais au centre de la pièce, il y avait quelque chose qui défiait toute explication logique. Une zone circulaire d'environ 2 mètres de diamètre était complètement intacte. Le sol à l'intérieur de ce cercle ne montrait aucun signe de dégâts causés par le feu, et encore plus étonnant, une petite fille était assise en plein milieu de celui-ci, pleinement consciente et apparemment indemne. Lily était assise sur le sol portant son pyjama licorne, propre et intact. Dans ses petites mains, elle tenait fermement un chapelet. Ses yeux étaient ouverts et alertes. Ses cheveux n'étaient même pas brûlés. Sa peau ne montrait aucune trace d'exposition à la chaleur, et quand elle a vu Robert s'approcher, elle a souri comme si rien d'extraordinaire ne se passait. Robert s'est figé pendant plusieurs secondes, essayant de comprendre ce dont ses yeux étaient témoins, mais il n'y parvenait pas. C'était impossible. Tout au long de sa carrière, il avait été témoin de nombreuses situations inhabituelles, mais rien qui défie aussi clairement les lois de la physique et de la survie humaine. Pendant un moment, Robert a pensé qu'il pourrait halluciner, mais Lily a alors parlé. « Bonjour, dit-elle, sa voix claire et calme, facilement audible, même à travers le rugissement des flammes autour d'eux. La jolie dame a dit que vous veniez me chercher. » Robert s'est approché avec précaution, essayant toujours de comprendre comment elle pouvait être vivante et indemne. Il l'a soulevée dans ses bras, rapidement, vérifiant si elle avait subi des blessures. Étonnamment, elle ne montrait aucune brûlure, aucun type de blessure, rien de ce à quoi on pourrait s'attendre chez quelqu'un qui avait passé environ 30 minutes dans des conditions aussi extrêmes. « Est-ce que tu vas bien, ma chérie ?» demanda Robert, sa voix étouffée par le masque. Lily hocha affirmativement la tête, tenant toujours le chapelet. « La belle dame m'a gardé en sécurité, répéta-t-elle. Elle a dit que je n'avais pas besoin d'avoir peur. » Robert a emmené Lily hors de la pièce, une fois de plus, traversant le couloir dévasté et descendant les escaliers affaiblis. Tout au long du chemin, il a gardé Lily protégée étroitement contre son corps, mais elle est restée calme, détendue, comme si elle était complètement convaincue qu'elle était en sécurité. Lorsqu'ils sont sortis de la maison, la foule de voisins et de paramédicaux qui s'étaient rassemblés a éclaté en cris de joie et d'incrédulité. Margaret a couru vers Robert, les larmes coulant sur son visage, et a tendu les bras pour recevoir Lily. « Lily !»« Oh, ma chère Lily !» cria Margaret, serrant la fille fort contre elle. « Je pensais t'avoir perdue. Comment as-tu fait pour rester en sécurité? Que s'est-il passé là-haut ?» Les ambulanciers ont immédiatement examiné Lily. À la stupéfaction de tous les professionnels de la santé présents, elle ne montrait aucun signe d'inhalation de fumée, de brûlure ou de tout autre problème de santé auquel on pourrait s'attendre après une exposition prolongée à un incendie. Ces signes vitaux étaient tout à fait normaux. Elle semblait être en parfaite condition physique. Pendant que les ambulanciers continuaient l'examen, Lily a commencé à raconter sa version des événements à Margaret et à tous ceux qui voulaient l'écouter. Quand il a commencé à faire chaud et à y avoir de la fumée dans ma chambre, j'ai eu peur, expliqua-t-elle avec la sincérité typique d'un enfant. Mais alors une très belle dame est apparue dans ma chambre. À quoi ressemblait cette belle dame? Demanda Margaret, intriguée. Lily réfléchit un instant, comme si elle essayait de trouver les mots justes. Elle était très belle et portait une magnifique robe bleue, continua Lily, et elle avait une lumière brillante autour d'elle comme quand le soleil brille vraiment fort. Elle est venue vers moi et a dit que je n'avais pas besoin d'avoir peur, qu'elle allait me protéger jusqu'à l'arrivée des pompiers. Margaret sentit un frisson lui parcourir l'échine en écoutant la description. En tant que catholique dévouée, elle a immédiatement reconnu les éléments qui correspondaient aux apparitions traditionnelles de la Vierge Marie, la robe bleue, la lumière céleste, le message de protection et de réconfort. « Qu'est-ce que la belle dame a fait d'autre ?» demanda Margaret, sa voix tremblant d'émotion. Lily continua avec la même simplicité naturelle. « Elle s'est assise à côté de moi et m'a tenu la main, expliqua Lily, et elle m'a donné ce chapelet.
Elle a dit que tant que je le tiendrais, il ne m'arriverait rien de mal, alors je l'ai tenue très fort, et elle est restée avec moi tout le temps. Elle a chanté une chanson très doucement, et je n'ai plus eu peur. Margaret regarda le chapelet dans les mains de Lily. C'était le même chapelet qu'elle avait laissé sur la table de chevet, le chapelet qu'elle utilisait dans ses prières quotidiennes. Margaret commença à pleurer. Ce n'était pas des larmes de tristesse ou de peur, mais de quelque chose de plus profond, un mélange de soulagement, de gratitude et de crainte face à quelque chose qu'elle ne pouvait pas expliquer rationnellement, mais qui touchait le cœur même de sa foi. Robert, portant toujours son équipement complet, avait écouté toute la conversation. Son esprit logique et entraîné essayait de trouver une explication rationnelle. Peut-être que l'enfant était dans un état de choc. Peut-être qu'elle avait halluciné à cause de l'exposition à la fumée. Peut-être qu'il y avait une explication physique à la zone intacte autour d'elle. Mais plus il y pensait, moins cela avait de sens. La température dans la pièce avait été supérieure à 315 degrés, l'oxygène avait été presque complètement épuisé, et pourtant, une enfant de 5 ans était assise là complètement indemne dans une zone parfaitement circulaire qui semblait avoir été protégée d'une manière ou d'une autre. Les autres pompiers qui sont entrés dans la pièce ont confirmé la même chose. Il y avait une zone circulaire parfaitement préservée au centre d'une chambre complètement détruite. Aucun d'eux n'avait jamais rien vu de tel auparavant. Jennifer a été contactée à l'hôpital et informée de l'incendie. Elle a quitté son travail immédiatement et est arrivée sur les lieux environ 30 minutes plus tard. Quand elle a vu Lily se faire examiner par les ambulanciers, elle a couru et a serré sa fille fort contre elle, pleurant de manière incontrôlable. « Mon Dieu, Lily, mon bébé. Tu vas bien? Comment vas-tu bien ?» Lily a serré sa mère en retour. « Je vais bien, maman. La belle dame m'a protégée. » Jennifer a regardé Margaret, cherchant des réponses. Margaret a simplement montré le chapelet dans les mains de Lily et a secoué la tête, les larmes coulant toujours sur son visage. À l'hôpital, Lily a subi une batterie complète de tests, des radiographies pulmonaires pour vérifier les lésions pulmonaires, des analyses sanguines, une évaluation neurologique complète, un examen physique détaillé de chaque centimètre de son corps. Tous les tests sont revenus complètement normaux. Il n'y avait absolument aucune preuve physique que Lily avait déjà été dans un incendie. Ses poumons étaient clairs. Ses niveaux d'oxygène dans le sang étaient parfaits. Il n'y avait pas de brûlure, pas même de brûlure superficielle auxquelles on pourrait s'attendre après une exposition à une chaleur extrême. Le médecin qui l'a examiné, le docteur Patterson, un professionnel avec 25 ans d'expérience en médecine d'urgence, était déconcerté. Il a appelé Jennifer et Margaret pour une conversation privée. « Madame Wilson, je ne sais pas comment expliquer cela. Sur la base des informations que j'ai reçues sur la gravité de l'incendie et la durée pendant laquelle votre fille a été exposée, elle devrait au moins avoir un certain degré d'inhalation de fumée, mais il n'y a rien. C'est comme si elle n'avait jamais été près du feu. » Jennifer a regardé Margaret, qui tenait toujours la main de Lily. « Comment est-ce possible ?» Le docteur Patterson a secoué la tête. « Je ne sais pas. De toute ma carrière, je n'ai jamais rien vu de tel. C'est extraordinaire. » Pendant ce temps, les enquêteurs sur les incendies avaient commencé à examiner les restes de la maison Wilson. L'origine de l'incendie a été déterminée comme étant le climatiseur dans le couloir du 2e étage. Une panne électrique dans le système avait causé un court-circuit qui s'est rapidement propagé à travers les murs et le plafond. Mais ce qui a vraiment déconcerté les enquêteurs, c'est la chambre de Lily. L'enquêteur en chef Thomas Reynolds a passé des heures à examiner cette pièce spécifique. Il a pris des centaines de photos, a fait des mesures précises et a prélevé des échantillons sur le sol, les murs, de tout. La zone intacte circulaire au centre de la pièce mesurait exactement 2,1 mètres de diamètre. Le sol à l'intérieur de cette zone ne montrait aucun signe d'exposition à la chaleur. La moquette était intacte. Il n'y avait pas de marque de fumée, rien, mais à quelques centimètres au-delà de cette zone, tout était complètement détruit. Thomas a fait appel à 2 autres enquêteurs pour examiner le site. Ils ont tous tiré la même conclusion. Il n'y avait aucune explication logique à ce qu'ils voyaient. Ça n'a pas de sens, dit Thomas à ses collègues. L'un des autres enquêteurs a suggéré qu'il y avait peut-être quelque chose sur le sol à cet endroit spécifique, un matériau ignifuge. Thomas a secoué la tête. J'ai vérifié. C'était la même moquette que le reste de la pièce. Rien de spécial, et même si c'était un matériau ignifuge,
cela n'expliquerait pas la préservation parfaite. Il y aurait au moins une certaine décoloration, des dommages mineurs, mais il n'y a rien. C'est comme si le feu avait simplement refusé d'entrer dans cette zone. Mais pour ceux qui ont été directement impliqués cette nuit-là, l'analyse technique était secondaire. Ce qui importait, c'était de traiter ce dont ils avaient été témoins. Robert est rentré chez lui mercredi matin après un service qui aurait dû se terminer à 6 heures du matin, mais qui s'est étiré jusqu'à 10 heures. Il est entré tranquillement, espérant que Linda et les enfants étaient déjà partis pour l'école et le travail, mais Linda était dans la cuisine en train de boire du café. Elle a regardé son mari et a immédiatement senti que quelque chose était différent. En 18 ans de mariage, elle avait vu Robert revenir de centaines d'appels. Il avait toujours la même expression professionnelle contrôlée, mais ce matin-là, il y avait quelque chose de différent dans ses yeux. Il s'est passé quelque chose, dit Linda. Ce n'était pas une question. Robert s'assit lourdement à la table de la cuisine. Pendant un long moment, il a simplement regardé ses propres mains, des mains qui avaient porté un enfant qui, selon toutes les lois de la physique et de la biologie, n'aurait pas dû être en vie. Nous avons eu un sauvetage la nuit dernière, commença-t-il lentement. Une fillette de 5 ans piégée dans un incendie. Linda attendit. Elle connaissait assez bien son mari pour savoir qu'il y avait plus. Quand nous sommes arrivés, le deuxième étage était complètement consumé par les flammes, des températures supérieures à 315 degrés, une fumée toxique. L'enfant était là depuis environ 30 minutes. Robert fit une pause comme s'il essayait encore d'organiser ses pensées. Elle était assise au milieu de la pièce, complètement indemne. Pas une seule brûlure, pas une égratignure, comme si le feu ne pouvait tout simplement pas la toucher. Linda posa sa tasse de café sur la table, son attention entièrement fixée sur son mari. Il y avait une zone autour d'elle, parfaitement circulaire, où rien n'avait été endommagé. Le reste de la pièce était détruit, mais ce cercle avec elle au centre était intact, et elle tenait un chapelet. Pour la première fois en toutes ces années, Linda vit des larmes dans les yeux de son mari. « Linda, je ne sais pas ce que j'ai vu la nuit dernière. Mon esprit continue d'essayer de trouver une explication logique, mais il n'y en a pas. Il n'y en a tout simplement pas. » Linda se leva et embrassa son mari. Elle ne dit rien sur la foi ou les miracles. Elle le tint simplement dans ses bras, le laissant traiter l'expérience à son propre rythme. Après un long moment, Robert se recula et regarda sa femme. La fille a dit qu'une belle femme dans une robe bleue l'avait protégée. Elle a dit qu'elle n'avait pas besoin d'avoir peur. Linda sentit un frisson. En tant que catholique pratiquante, elle savait que c'était la Vierge Marie. « Que penses-tu qu'il s'est passé » demanda-t-elle doucement. Robert secoua la tête. « Je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. » Pendant ce temps, chez une amie où elle séjournait temporairement, Jennifer tenait Lily sur ses genoux pendant que la fille mangeait son petit déjeuner. Tout ce qu'elle possédait avait été perdu, mais Jennifer ne pouvait se résoudre à se soucier des biens matériels. Sa fille était en vie. Contre toute attente, contre toutes les prévisions, Lily était là, en bonne santé et indemne. Margaret avait passé la nuit avec elle, refusant de laisser Lily seule, même un instant. « Mamie Maggie, dit Lily en mangeant ses crêpes. Tu veux ton chapelet en retour ?» Margaret regarda l'objet que Lily avait tenu fermement toute la nuit. « Non, ma chérie, répondit doucement Margaret. Je pense qu'il t'appartient maintenant. » Lily y réfléchit un instant, puis hocha la tête et plaça le chapelet avec précaution à côté de son assiette. Jennifer observa l'interaction en silence. Elle avait été élevée dans une famille chrétienne, mais n'avait jamais été particulièrement religieuse. Elle allait à l'église de temps en temps, surtout les jours fériés. Elle croyait en Dieu de manière abstraite, mais n'avait pas de pratique active de la foi. Mais ce qui s'était passé la nuit précédente la forçait à reconsidérer beaucoup de choses. « Margaret, dit Jennifer avec hésitation. Penses-tu vraiment que c'était ce que Lily a dit ? La Vierge Marie. » Margaret regarda Jennifer pendant un long moment avant de répondre, « Jennifer, je suis allée à l'église tous les dimanches de ma vie. J'ai prié 1000 chapelets. J'ai lu la Bible des centaines de fois, et jamais, pas une seule fois, je n'ai été témoin de quelque chose que je pourrais appeler un miracle, jusqu'à la nuit dernière. » Elle fit une pause, choisissant soigneusement ses mots. « Je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette pièce, mais je sais ce qui aurait dû se passer, et pourtant elle est là. Alors oui, je crois que quelque chose d'extraordinaire s'est produit.
Je crois que c'était un miracle de la Vierge Marie. Jennifer hocha la tête lentement, traitant les mots. À la fin de la 2e semaine, Robert prit une décision qui surprit même lui-même. Le dimanche matin, il se réveilla tôt et dit à Linda qu'il accompagnerait la famille à la messe. Linda regarda son mari avec surprise et joie, mais elle eut la sagesse de ne pas en faire un grand spectacle. Elle se contenta de sourire et dit « Les enfants vont adorer ça ». Michael et Sarah furent en effet surpris lorsque leur père annonça qu'il se joindrait à eux. Pendant la messe, Robert se sentit mal à l'aise et déplacé. Il ne savait pas quand se tenir debout, quand s'agenouiller, quand répondre aux paroles du prêtre, mais il resta à observer, essayant de comprendre ce que tous ces gens autour de lui trouvaient là. Après la messe, pendant que la famille prenait son petit déjeuner dans un restaurant voisin, Sarah demanda directement « Papa, pourquoi as-tu décidé d'aller à l'église aujourd'hui ?» Robert envisagea de mentir, donnant une réponse vague, mais il choisit plutôt l'honnêteté. Il s'est passé quelque chose au travail il y a 2 semaines, quelque chose qui m'a fait remettre beaucoup de choses en question. Michael, toujours le plus sérieux des 2 frères et sœurs, demanda « Est-ce que c'était ce sauvetage, celui avec la fille dans l'incendie ?» Robert hocha la tête. « Oui. »« Comment sais-tu ça ?»« Tout le monde à l'école en parle. Ils disent que c'était un miracle de la Vierge Marie. »« Et toi, Michael? Qu'est-ce que tu en penses ?» L'adolescent réfléchit un instant. « Je pense qu'il serait arrogant de notre part de croire que nous comprenons tout sur le fonctionnement de l'univers. Si quelque chose s'est produit que nous ne pouvons pas expliquer, c'est peut-être parce qu'il y a des choses au-delà de notre compréhension. » Robert sourit à son fils, impressionné par la maturité de la réponse. 3 semaines après l'incendie, Jennifer trouva finalement une maison convenable à louer. Elle était plus petite que la précédente, mais confortable et dans ses moyens financiers. Margaret aida au déménagement, tout comme plusieurs personnes de l'église que Linda avait mobilisées lorsqu'elle avait appris la situation. C'est lors de ce déménagement que Robert et Jennifer se rencontrèrent enfin en personne. Linda avait organisé l'aide des membres de l'église, et Robert décida de participer. « Je n'ai jamais eu l'occasion de vous remercier correctement, » dit Jennifer, sa voix émue. « Vous avez sauvé ma fille. » Robert secoua la tête. « Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai sauvée. Quand nous sommes arrivés vers elle, elle était déjà protégée d'une manière ou d'une autre, je l'ai juste emmenée dehors. » Jennifer prit la main de Robert.